Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. On se retrouve à la suite d'une semaine chargée et riche pour l'OGC Nice. Deux matchs dont on va parler en long et en large. Alors plus particulièrement du dernier qui nous préoccupe forcément, ce match nul et cette remontée contre le Stade Brestois à domicile. Deux matchs, également du Mercato, et puis aussi les jeunes de la Gambardella qui ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale. On se retrouve en face à face, seul, voilà, un dîner aux chandelles pour un dimanche soir plutôt positif, puisque on a beaucoup de choses à voir ensemble. Installez-vous bien, on est parti, je pense, pour une petite heure de débrief, d'analyse et puis d'informations autour de l'actualité de l'OGC Nice. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par la Gambardella. Point d'honneur quand même à cette équipe et puis à cette épopée quand même qui dure pour l'instant. Vous avez suivi sans doute cette qualification lors du derby contre l'Olympique de Marseille, qui s'était clôturée par une séance de tir au but et un scénario assez rocambolesque. On a eu aussi notre derby, le derby azuréen cette fois-ci. Les jeunes niçois se sont qualifiés à la 90e minute de jeu sur un but de Junior Manza, qui avait également réalisé la Panenka, vainqueur contre l'OM. Une victoire, donc 1-0, une qualification en huitième de finale pour les hommes du coach Cosmidis. Je ne sais pas si on prononce le S. Mais voilà, bien envie d'en parler, parce que avec le retour du coach Puel, la jeunesse qu'on revoit dans le groupe pro. Voilà, je pense que ça met aussi un coup de projecteur sur la qualité de ces jeunes et sur le fait que bah, le projet, en tout cas, est en train de prendre un virage qui, en tout cas, est clair, il me semble. On en reparlera justement peut-être un peu plus tard. Et c'est important de suivre aussi ces jeunes joueurs qui réalisent pour l'instant une campagne intéressante. Il me semble que l'année dernière, ils avaient été sortis par Rennes. C'était huitième, 16e, ou peut-être quart de finale peut-être. Donc voilà, et puis rééditer peut-être l'exploit de 2012, que la génération des Mopé, des Bosetti, des Amavi avait pu faire cardinal aussi, Moisassen de la grande époque, et cette finale gagnée au Stade de France contre, de mémoire, c'était Saint-Étienne, à vérifier, pas sûr de cette information. Donc bravo à cette équipe, bravo à ces jeunes, et puis on va suivre ça attentivement lors de la suite du parcours. Je ne suis pas sûr encore que le tirage au sort ait eu lieu, mais quoi qu'il en soit, on sera attentif et on en reparlera dans l'émission. Mercato. Mercato. Alors, dans le sens des arrivées, on a bien compris, hein, ça a été rabâché sur les derniers jours. Il n'y aurait pas d'autres arrivées. De toute façon, l'objectif, il était clair. Il était, on va dire, d'évacuer, d'exfiltrer, si je puis dire, certains dossiers. C'est le cas. Les situations de Jérémy Boga et Terem Moffi ont été gérées. Donc Jérémy Boga est parti en prêt du côté de la Juventus de Turin, un prêt sans option, avec option d'achat non obligatoire de 5 millions d'euros. Et Terem Moffi est bien sous les mêmes modalités, parti, voilà, mais avec une option d'achat à 8 millions d'euros au FC Porto, pour y retrouver Francesco Farioli. Je note aussi que Luciano Spalletti, un habitué forcément de la Serie A, connaît également Jérémy Boga. Donc cette connexion et cette connaissance sans doute entre ces hommes-là a pu faciliter ces deals. Mais quand même, pour des joueurs qui n'ont plus joué depuis plusieurs semaines, pour un joueur comme Mofi qui revient quand même des croisés depuis moins d'un an, qui est dans une situation sportive compliquée, qui, on l'a vu, avait beaucoup de mal à retrouver ses sensations sur ses appuis, sur ses accélérations, et puis techniquement, là on le connaît, hein, même quand il était, on va dire, à 100%, c'était très très délicat. Voilà, je pense qu'il
il y avait de toute manière cette volonté, cette nécessité de pouvoir, non pas les libérer de leur contrat, c'était leur souhait, mais de pouvoir les transférer alors temporairement ailleurs, car leur intention n'était plus de porter le maillot de l'OGC Nice. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il s'est passé sur les dernières semaines, les derniers mois, et comme je l'ai dit déjà dans cette émission, voilà, renseignez-vous, allez chercher les informations surtout auprès des gens qui étaient présents sur place et faites-vous une idée de cette situation en prenant en compte le fait que les joueurs, par l'intermédiaire de leurs avocats, avaient demandé une résiliation de leur contrat il y a quelques jours, une conciliation qui n'avait pas abouti et qui, en fait, a contraint, entre guillemets, mais ça me semble tout à fait normal, quelque part, à ce que les joueurs partent en étant toujours sous contrat à l'OGC Nice, suivant les conditions de l'OGC Nice des clubs visés. Reste à savoir la prise en charge du salaire, puisque Terem Office, c'est quelque chose comme 250 000, 275 000 euros de salaire mensuel. Jérémy Boga, on doit être, je crois, aux alentours de 180 000. Donc, on a quand même une belle enveloppe, on va dire, de 500 000, entre 500 000 et 600 000 euros de masse salariale mensuelle qui ne vont pas peut-être économiser puisqu'on ne sait pas exactement la prise en charge, on ne sait pas si c'est du 50%, parce que je pense que c'est sur ce point-là précisément où peut-être que économiquement Porto et la Juve ont sans doute joué de la situation des deux joueurs pour dire écoutez voilà, de toute façon ils vont plus jouer chez vous, ils veulent partir, on vous les récupère, par contre voilà, on va pas prendre l'entièreté de leur salaire. Je sais pas exactement, mais ça aurait été intéressant d'avoir cette information là. De toute évidence, je pense que c'est gagnant-gagnant, autant pour le club qui, à mon sens, en ressort quand même plutôt grandi et ne s'est pas couché devant les exigences de ces joueurs-là de partir sous la forme d'une résiliation de contrat et de perdre, on va dire, ce contrat qui les liait au club. Et d'autre part, les joueurs, Terem Office qui rebondit au FC Porto, qui va retrouver Farioli, qui va se battre pour gagner le championnat portugais. Ils sont également qualifiés en Europa League. Et Jérémy Boga qui va jouer les places européennes avec la Juve, qui renaît un peu de ses cendres sous la houlette de Luciano Spalletti, qui l'année dernière, ou il y a 2 ans, avait gagné le Scudetto il y a 2 ans avec le Napoli. Donc honnêtement, c'est inespéré, je trouve, et bravo aux agents de Terem Office et Jérémy Boga d'avoir aussi bien géré cette exfiltration, on va dire, et c'est prêt, puisque honnêtement, sportivement parlant, autant Boga, je pense qu'il peut avoir un impact, et puis il y avait vraiment une volonté d'avoir une doublure à Yildiz, là, du côté de la Juve. Euh, mais c'est assez fou quand on connaît, on va dire, les derniers mois. Et puis Boga, même l'année dernière, c'était pas dingue, c'était pas titulaire à Nice. Là, même avant les incidents, c'était pas non plus dingue. Mofi, j'en parle même pas. Donc voilà. Moi, ce que j'aimerais quand même rabâcher et souligner dans ces sujets-là, au-delà de tout ce qu'on peut ressentir à l'égard des joueurs, chacun est libre, voilà, encore une fois, d'avoir un avis sur cette gestion et sur ce qu'il s'est passé. Moi, ce que je retiens, c'est que le club a quand même montré un peu les crocs. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un rapport de police. Il y a eu un certain nombre d'éléments qui nous ont fait penser ou nous ont fait imaginer, ou voilà, d'une manière plus ou moins explicite, qu'il n'y avait pas eu grand-chose quand même. Il n'y avait pas eu grand-chose lors de cette soirée retour de Lorient, et que les joueurs, possiblement, ont profité de cette situation pour s'engouffrer dans la faille, se mettre en arrêt et puis partir tranquillement de Nice. Seulement, les joueurs sont sous contrat. Mofi est sous contrat jusqu'en 2027. Je crois que Boga, c'est à peu près pareil, 2027. J'ai pas vérifié. Mais là, ils partent, mais sont toujours sous contrat. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on ne s'est pas couché devant les exigences des représentants. Et pour moi, c'est la moindre des choses.
Peut-être que dans un autre contexte, avec d'autres personnes à la présidence, ça ne se serait pas passé comme ça. On aurait voulu peut-être faire passer ça sous le tapis et puis tout simplement aller dans le sens des représentants pour éviter, on va dire, de remuer et de mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Je l'analyse un peu comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt content du fait déjà de les voir partir forcément du club parce que c'est tout à fait normal au regard de leur situation. Pour eux, honnêtement, qui profitent parce que très franchement, je ne sais pas exactement ce que ça va donner et je vois pas. Eh bien, Mofi, c'est sûr, mais je vois pas Porto mettre 8 plaques sur Mofi. La Juve, peut-être, on verra. Et puis, point de vue mercato, ça parle également d'Hichem Boudaoui. Alors voilà, Hichem Boudaoui aussi, hein, de retour mi-janvier de la CAN, une semaine de vacances, alors qu'il y en a certains qui ont repris avant, mais alors soit on peut aller dans le sens du fait que ce soit une décision du club, puis ensuite malade. Voilà, il y a eu quand même un retour qui a été assez rallongé qui laissait présager peut-être une petite bouderie du joueur. Et quand on voit sa rentrée contre Brest, eh bien honnêtement, j'ai pas non plus senti que... alors déjà, le joueur, je ne l'ai pas trouvé en rythme, on y reviendra. Alors, étrangement, je l'ai trouvé plutôt concerné, mais je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Donc on verra un peu l'issue eh bien, de ce sujet-là. Galatasaray est dessus, hein, avec un prêt, avec une obligation d'achat. J'avais vu voilà, des montants entre 12 et 15 millions d'euros. Obligation d'achat ou option d'achat, voilà, à voir. Mais rien de sûr pour l'instant. Concernant Hichem Boudaoui, qui là, voilà... euh, c'est un peu un mystère, hein. C'est un peu un mystère cette situation. Il n'y a pas trop de communication dessus. On sait que c'est un joueur qui peut avoir un impact sportif, mais on a le sentiment, au regard de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut décrypter, que eh bien, les retours de River, Puel, Cohen et compagnie, ça a remis de l'ordre un peu dans tout ça. Ça a remis de l'ordre dans le club. Et surtout, il y a peut-être des choses qui ne sont plus acceptées. Voilà. Peut-être que finalement, Boudaoui, voilà, le fait qu'il soit arrivé, que ce soit long, etc., qui traîne un peu des pieds pour revenir. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il a l'intention de partir apparemment? Est-ce qu'il a la volonté? Voilà. Est-ce qu'il veut profiter aussi de la brèche offerte et créée pour Boga et Mofi? C'est possible. J'ai pas trop envie non plus de commenter ça parce qu'on n'en sait pas grand chose finalement. On se base sur des ressentis. Mais ça reste un joueur qui est au club depuis 7 ans. C'est le joueur le plus ancien de l'effectif avec Dante. Et on n'a pas l'impression de ça. On n'a pas l'impression que c'est un joueur qui est attaché au club. On n'a pas l'impression que c'est un leader. On n'a pas l'impression, on l'a jamais entendu en conférence de presse ou en interview d'après-match. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression aussi que ce soit un joueur qui fasse beaucoup d'efforts pour s'intégrer. Alors là, j'en appelle voilà, au, au fait de parler français. Ouais. Euh, voilà, on ne sait pas. Alors que ça fait 7 ans qu'il est chez nous. Ouais, il est arrivé, oui, mercato hivernal, je crois, saison 18-19, de mémoire sous Vieira. Donc, à voir, peut-être qu'on va voir un retournement de situation. La piste, aux dernières nouvelles, était un peu éloignée. Voilà, il y avait des rumeurs, Galatasaray, ça en avait parlé également il y a quelques semaines. Donc à voir. Également, donc, le premier match de cette semaine, eh bien, c'est la fin du périple et du parcours européen pour les hommes de Claude Puel avec ce dernier match en Bulgarie contre Ludogorets, perdu 1-0. Voilà, à la suite des 8 matchs. Eh bien, le gym termine cette compétition européenne à la 33e place. Voilà, donc il n'y a rien de glorieux. Euh, Très franchement, ça reste une catastrophe dans la lignée de la campagne de l'année dernière.
il y a eu quand même voilà, cette victoire contre Go Ahead Eagles qui enraye un peu la série et tout le focus qu'il y avait autour de ça et puis du club forcément. Euh, Pas grand chose à dire sur ça. Je pense que vous avez vu les matchs. Euh, voilà. Un peu de. Enfin, c'est même pas des regrets, mais lorsque tu vois certains adversaires, enfin là, les deux derniers, Go Ahead Eagles et puis Ludogorets, qui vont passer les barrages, je crois, les deux, enfin, tu te dis qu'il y avait quand même il y avait quand même la place de faire beaucoup mieux. Il y avait la place de faire beaucoup mieux. Par rapport au match, bah, franchement, c'était horrible. C'était horrible à regarder. Une pelouse eh bien, catastrophique, un champ de patates. Euh, mais c'était un match ouvert avec eh bien, une première mi-temps avec énormément de déchets des deux côtés. Alors ça, c'était vraiment un fil conducteur de la rencontre. Une meilleure deuxième mi-temps. Mais bon, le match de Mansunga, j'ai trouvé très intéressant, plein d'énergie, plein de volonté. Et j'aime bien sa personnalité. C'est pas, voilà, c'est un jeune joueur, mais qui ne se cache pas et qui y va franchement. Et même s'il y a du déchet, même si avec le ballon c'est un peu délicat, même si des fois dans les duels il fait pas tout parfaitement et c'est normal, il apprend, il est encore jeune. Il y a un état d'esprit honnêtement chez lui qui me plaît énormément. Et on le voit aussi beaucoup chez Kyle Boudash, qui ne réussit pas tout, qui lui, voilà, dans son profil différent, mais qui a beaucoup de qualités individuelles au niveau de ses appuis, de sa touche de balle. Et puis il y va, quoi. Il y va avec un peu de malice aussi par moment. Et en fait, globalement, bon, on a parlé aussi voilà, de toute cette cuvée de jeunes joueurs lancés par Puel, Everton, Mansunga, Boudash, Brignon aussi, Kefren Ali, Muslim Youssouf notamment. Voilà, 6 joueurs lancés, dont on va dire 3 qu'on voit forcément un peu plus en championnat, Everton, Boudash et Mansunga. Et en fait, bon, comme beaucoup, on a regardé le match, mais l'intérêt était ailleurs, je pense. Sur le contenu, on aurait pu aller chercher un nul. Il y avait les situations pour. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, ça fait un bon mois maintenant que Claude Puel est arrivé. On ne sait pas exactement quel sera le projet dans quelques mois, mais en tout cas, là, le projet il est très clair. Et quelque part, euh, quoi de mieux qu'un contexte, on va dire, délicat, de course pour le maintien, euh, voilà, avec tout ce qu'il s'est passé cette saison, pour justement lancer des jeunes qui se fassent un peu les dents finalement par rapport au haut niveau. Et on a beaucoup parlé du mercato et ici aussi, hein, à la suite du match contre Toulouse, en disant non mais il faut recruter, il faut recruter, il faut recruter. En fait, les joueurs, on les a quelque part. On les a et, je suis fautif aussi, hein, c'est-à-dire que on veut aussi voilà, des joueurs, un joueur, on a voulu parler au présent, parler au passé, c'est vous qui voyez, mais des joueurs qui soient opérationnels. Ben, finalement, je considère aussi que le virage qui a été opéré, alors qui est peut-être contraint aussi par la dimension économique et budgétaire, mais moi ça me plaît en fait. Moi ça me plaît parce que on a des jeunes joueurs qui, avec leurs carences, avec leurs manques, qui n'ont pas volé leur place. Et qui, pour la plupart, ne sont jamais passés au travers. Ils ne sont jamais passés au travers. Et ils ne se cachent pas. Everton, il a cette qualité de passe, cette élégance aussi. Honnêtement, Mansoura, on en a parlé. Boudache, ça ne se cache pas. Brignon aussi. Sa rentrée, elle est intéressante. Alors, Ali et Youssouf, il y a peut-être moins de contenu, mais
On a des joueurs, alors bon, vous allez me dire, le contexte aussi fait que voilà, t'es éliminé, etc. Mais ça reste quand même un match de Coupe d'Europe, à l'extérieur, en Bulgarie, sur une pelouse absolument abominable. Je veux dire, tout ce qui est en train d'être fait, justement, et c'est l'objectif de Puel, c'est pour justement leur mettre le pied à l'étrier, pour justement qu'ils franchissent des étapes. Et, et en fait, depuis Puel, finalement, on n'a jamais eu cet entraîneur qui a fait le lien vraiment avec le centre de formation. Et au fond, malgré les bonnes saisons, malgré les résultats, ben moi, ça m'a manqué. Voilà. Lorsqu'on voit un Kyle Boudache qui a 19 ans et qui met le feu sur sa rentrée en deuxième mi-temps, qui harangue un peu la populaire sud, non, mais voilà, il y a un attachement, je pense, qui est aussi le supporter a un attachement particulier lorsque c'est un joueur, alors qui n'est pas forcément niçois de base, mais qui est formé dans son club. Voilà, Boudache vient d'Alès, il est arrivé à 16 ans, voilà, ça fait 3-4 ans qu'il est à Nice, mais il y a un truc particulier. Et lorsqu'on voit la qualité de ces jeunes, qui ne sont pas encore, entre guillemets, des produits finis, mais on se dit que mais pourquoi est-ce qu'on ne les a pas utilisés avant? Pourquoi est-ce on leur a pas donné des possibilités? Euh, et là, dans ce contexte-là, même si Puel l'a dit, hein, voilà, il n'est pas à la recherche du gros contrat, etc. Mais il faut en avoir quand même, je pense, pour dire moi, j'ai pas envie d'entasser de joueurs, je veux pas qu'on recrute pour recruter, je fais confiance, on va dire, aux jeunes en présence. Mais là, j'ai le sentiment, parce que mi-février, on aura les retours à la compétition de Abdelmonem, de Ndaï Chimier et dans une moindre mesure également Bombito. Là, pour l'instant, en fait, c'est en train, il a raison. Il a raison. Parce que ils ont ce capital confiance, parce que les cadres de cet effectif se sont remis la tête à l'endroit, et parce qu'il y a une émulation qui est différente autour de l'équipe et autour du club, qui laisse justement présager, eh bien, alors je ne vais pas dire un projet, parce qu'un projet de 6 mois, c'est pas un projet, mais quelque part, par rapport au contexte économique, par rapport à la mission de Puel, par rapport au fait que oui, Nice doit sortir des joueurs. Nice doit sortir des joueurs. Nice est la 5e ou 6e ville de France. Il y a un vivier de joueurs, même si géographiquement, on l'a dit, c'est pas autant, on va dire, central que forcément la région parisienne, ou même voilà, Rennes avec toute la Bretagne, voilà, les pays de la Loire, etc., qui est une très très une région très très forte aussi dans le fait de sortir des joueurs, Nantes, Rennes, même Angers. Il faut qu'on soit dans ces clubs-là, et bien qu'on puisse rivaliser, et qu'on puisse également se dire que on met les ingrédients nécessaires dans ce contexte-là pour que ces joueurs puissent s'épanouir, pour leur donner des minutes, les faire progresser. Ensuite, ils partent pas. Ça dépend aussi de leur performance, ça dépend aussi de ce qu'ils veulent, ça dépend de tout ça. Mais quelque part, voilà, toutes ces choses-là font que ben, moi j'ai envie d'y croire. Et je sais pas si Claude Puel restera, euh, même si ça semble être une mission commando pour maintenir le club. Mais j'espère en tout cas que ce travail-là qu'il est en train d'entreprendre depuis maintenant un bon mois sera repris, et qu'on aura à la tête de cette équipe un coach formateur, quelqu'un qui va s'appuyer sur le centre de formation, parce que on le voit et on l'a vu en l'espace d'un mois, on a des joueurs qui ont de la qualité, on a des jeunes joueurs qui ont de la qualité, qui ne se cachent pas, et qui même en fait viennent bousculer un peu la hiérarchie qui était établie, où je pense que certains joueurs, alors sous Francaise, étaient dans un confort. Euh, Ça vient bousculer tout ça. Ça vient bousculer tout ça. Donc bon, contre Ludo Goretz, c'est un exemple bon, qui n'est pas forcément mieux approprié, parce que il y avait un gros turnover, il y avait tous les titulaires qui étaient restés
à Nice, et puis il y avait un groupe qui était quand même globalement jeune, mais il y a cette volonté clairement de s'appuyer sur cette jeunesse. Et l'avenir, on ne le connaît pas. Alors, Jim Tonic a sous-entendu qu'il y avait des rumeurs de reprise. À titre personnel, je pense qu'il va y avoir une reprise du club. Et je pense que si on a martelé autant le maintien, c'est bien sûr parce qu'il faut rester en Ligue 1, mais parce que faut que le club soit repris alors qu'il est en Ligue 1. Voilà. C'est, je pense, beaucoup plus simple et surtout économiquement parlant. Voilà, ce sera beaucoup plus compliqué. Je pense que même pour un investisseur ou pour une entreprise, peu importe, euh, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Et puis ça fait tâche, quoi. Ça fait tâche. Donc je trouve que économiquement, dans le contexte qu'on connaît, avec une reprise potentielle, sous la houlette d'un Claude Puel, pour l'instant, le projet et le choix, voilà, est le bon, puisque déjà il fonctionne. J'espère qu'il permettra à l'OGC Nice bien sûr de se maintenir, mais en tout cas ce qu'on voit honnêtement, on ne l'avait pas vu sous Francaise depuis le début de saison. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que parce que finalement, alors bien sûr, on pourrait se lamenter sur le parcours en Europe, mais en tout cas, euh, on peut pas nier le fait que il y avait une part de risque, mais c'est un risque qui a été pris, mais qui, je trouve, pour l'instant, porte ses fruits. On va passer au match qui nous intéresse. C'est la réception du Stade Brestois. Alors, vous mettez votre regard dans le rétroviseur et souvenez-vous du match aller. Et est-ce que c'est pas là, à ce moment-là, qu'on s'était dit que ça allait être une saison de merde? Parce que finalement, bon, Benfica, t'as pas grand-chose à dire. T'as ce démarrage contre Toulouse, et je sais plus à quel moment Brest intervient, je sais plus si c'est deuxième, troisième, quatrième journée. Mais en tout cas, je me rappelle des choix de l'époque de Francaise, d'avoir mis Gouveia piston gauche, et puis de la prestation collective très très compliquée, où là on s'est dit, oula, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Euh, donc bon voilà, c'était juste pour le petit point sur le match aller, parce que ça, pour moi, c'est peut-être à ce moment-là où il y a eu une bascule, peut-être même générale, dans l'inquiétude autour de cette saison. Et lorsqu'on a vu les semaines qui ont suivi, c'était à juste titre. Plusieurs choses par rapport à ce match. Déjà, la titularisation de Maxime Dupé. C'était pas évident de l'anticiper. D'autant plus que Yevan Diouf, de retour, avait joué en milieu de semaine contre Ludo Goretz. Alors là, bon, il y a plusieurs lectures. Est-ce qu'on se dit que le déplacement, le fait que Diouf n'ait pas joué de la CAN, on veut lui laisser quand même le temps de revenir? C'est possible aussi. Mais il y a également, comme on le disait un peu avec la jeunesse un peu plus tôt, il y a ce côté où en fait il n'y a pas de hiérarchie, quoi. C'est-à-dire que Dupé a fait des performances plutôt correctes. Voilà. Collectivement, ça allait mieux. Voilà, il a fait ses matchs sans être non plus incroyable. Mais voilà, il démarre contre Brest. Pourquoi pas, finalement, pourquoi pas. Sur son match, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il n'a pas été non plus sursollicité. Juste, je comprends pas pourquoi tu sautes pas sur un penalty. Honnêtement, anticiper le tir au centre, à la limite, bon après c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Choisis un côté, fais une horizontale, et puis donne-toi la possibilité de prendre le maximum d'espace dans ton but, que ce soit à gauche ou à droite, pour, même avec le pied, arrêter un penalty. Ça s'est déjà passé.
Juste, j'ai pas compris pourquoi il est resté figé sur sa ligne de but, sur le penalty, qui était assez bien tiré, mais bon, la réaction était quand même particulière. Retour dans le 11 de Dante. Ça aussi, c'était pas dans mon bingo, hein. Dante de retour, titulaire. La dernière fois, c'était contre Porto. Voilà, une très très belle soirée, on s'en rappelle, hein, notamment pour TRM Mofi, hein. D'ailleurs, on se demande pourquoi il signe en prêt du côté de Porto, hein. Je vous laisse faire vos recherches de votre côté, hein. C'est pas uniquement pour la ville et pour Farioli. Fin de parenthèse. Donc Dante de retour, fait plaisir aussi, on parlera de son match. Retour de Boudaoui dans le groupe aussi, on y viendra. Et retour aussi de la Populaire Sud à l'Alliance. Il y avait eu ce retour à Toulouse. Il y avait eu également les braves courageux en Bulgarie qui ont mis de l'ambiance. Mais c'est eh bien, le premier match depuis le boycott. Oui, parce qu'il y avait eu Strasbourg, mais la tribune avait été suspendue, il me semble. Ou alors délocalisée. Je crois que c'est le retour, hein. Donc bon, on voit bien qu'il y a quand même une importance quand même très forte de ce groupe et de l'ambiance, de l'énergie qu'il crée dans ce stade. Bon, le match en lui-même, t'es mené 2-0. Euh, bon, on va parler du penalty et on va également parler de Madame Frappard. Euh, je comprends le penalty parce que factuellement, il y a main, mais c'est un sujet supplémentaire dans ce gros sujet, dans ce vaste sujet qui est les mains dans la surface de réparation. Il y a main, c'est évident. Dante n'a pas véritablement le bras collé au corps. Maintenant, dans le jeu, il ne peut pas faire autrement que de toucher le ballon. Si ce n'est des défenseurs le font, mettent les bras dans le dos, mais ça aussi ils le font parce qu'ils ne veulent pas se faire avoir et au regard des règles je peux le comprendre, mais quand je vois des défenseurs qui défendent comme ça, je me dis mais c'est contre nature, contre nature de défendre de cette manière-là, honnêtement. Donc il touche le ballon de la main, il y a penalty, bon ben forcément Frappard, main dans la surface, penalty, on a tous vu rouge. Voilà, le penalty, bon, Del Castillo très bien tiré. Quelques minutes plus tard, je pense que l'équipe est sonnée à ce moment-là. Il n'y avait pas vraiment un ascendant de prix, mais les minutes qui ont suivi étaient un peu molles. Et puis il y a du laxisme sur l'action qui mène au but de Doumbia. Voilà, sur la Bolascari qui passe au milieu de Van Hout, qui passe au milieu de Cloche. Il y a ce centre en plein milieu. Il y a deux Brestois, 5 ou 6 Niçois. Voilà, il n'y avait pas l'intention vraiment de mettre le pied et d'y aller. Tout le monde était un peu amorphe et peut-être un peu sonné. Et bon, on va en parler. La prestation, alors attention, la prestation de Stéphanie Frappard, euh, elle a eu un impact sur le match, mais pour moi, elle n'a pas eu un impact sur le résultat. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé sa manière d'arbitrer. Voilà. J'ai trouvé qu'elle était totalement à contre-temps. Voilà, sur tout. J'ai noté quelques situations. Euh, par exemple, il y a un moment où Eli Wahi gagne un duel. C'est en fin de première. Et il est sanctionné pour une faute alors qu'il y a un duel avec Koulibaly, je crois, de mémoire. Les deux se tiennent un peu, mais c'est vraiment le défenseur qui fait tomber Wai. Enfin, on le voit au ralenti. Il y a quand même l'arbitre assistant qui est pas loin. Faute contre Wai. Euh, il y a eu la contre-attaque brestoise. Alors ça peut arriver où elle freine totalement la contre-attaque. Le ballon lui tombe dans les jambes. Mais voilà, elle était totalement, pour moi, à côté de la plaque sur toute la rencontre. La première mi-temps, elle a mis au moins, je crois, 4 ou 5 jaunes. La deuxième mi-temps, alors c'était le spray à tout va, voilà, à mettre des coups de spray, de produits pour les coups francs, même lorsqu'ils sont à 5 mètres de la ligne médiane. Elle est allée reculer un coup franc de 3 mètres qui était joué à 45 mètres du but
du portier brestois. Je n'ai jamais vu ça. Et de manière générale, je trouvais qu'elle cassait le rythme. Elle n'était pas dans le tempo de la rencontre. C'était plutôt une bonne rencontre. Il y a eu quand même des situations. Il y a eu un scénario quand même rocambolesque, une remontée de 2 buts, une énergie quand même déployée des deux côtés, et une arbitre qui était là et qui des fois sifflait pas, mettait euh, des jaunes. J'ai pas du tout apprécié sa manière d'arbitrer, honnêtement. Vous avez plein d'autres situations en tête sans doute, mais de manière générale, ouais, elle paraissait perdue, et on sent vraiment, je pense, que la gestion du penalty de Dante, qui est au fond, vis-à-vis de la règle, elle a pris la bonne décision, même si c'est dur, même si c'est difficile physiologiquement d'imaginer autre chose que un ballon touché par la main à ce moment-là. Mais je pense que ça l'a mis dedans. Voilà, ça l'a mis dedans comme un joueur, par exemple, comme un gardien qui va rater une sortie, qui va amener un but, ou ça le met dedans. Je pense que Frappard, c'était exactement pareil. Et c'est pas la première fois. Alors, moi, je regarde pas énormément d'autres matchs que Nice en Ligue 1, mais l'échantillon de matchs qu'on a de Frappard à nous arbitrer, c'est honnêtement, en termes de qualité d'arbitrage, c'est très très compliqué. Euh, donc, euh, donc bon, voilà. C'était le point sur Frappard. Euh, Vraiment pas un match agréable par moment de sa part, parce qu'elle a eu un impact, je le dis, hein, pas sur le résultat, mais sur la manière dont le match s'est déroulé. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où, des deux côtés, Brest-Nice, il y avait des volontés de jouer vite le coup franc. Non. Elle remettait le ballon. Non, vous le jouez là. Voilà. Voilà. Il fallait aller à son rythme. Il fallait aller à son rythme, alors que les joueurs avaient envie de se donner. Et on sentait qu'il y avait un agacement qui était partagé. Voilà. Ajorc, en deuxième mi-temps, qui n'en pouvait plus, parce que forcément il y avait un gros duel entre lui, Dante et Opong. Il a été, je pense, bien muselé toute la rencontre, mais c'est vrai que il y avait des fois où ça pouvait je pense, se siffler des deux côtés. Donc bon, voilà. Après, pour parler quand même foot, parce que c'est le plus important. euh, T'es mené 2-0. Brest fait une très bonne première mi-temps. Clinique, vraiment. Pas dominant dans le jeu, mais clinique dans l'exploitation des situations qu'ils ont eues. Donc, en ce sens, c'était mérité. Et puis à la mi-temps, changement. Boudache rentre à la place de Salis Abdoul Samed. Donc, je ne vais pas donner la composition, mais je vais la donner, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Donc, Dupé, Abdi, Dante, Opong, Klos. C'était un 4-2-3-1, voire un 4-3-3 avec Sanson qui était un peu... plutôt 4-3-3, j'ai l'impression, axe gauche du milieu de terrain. Plutôt 4-2-3-1, parce que c'était plutôt double pivot Vanout, Salis. Quoique Salis... Bon, 4-2-3-1 ou 4-3-3, c'est vous qui voyez. Mais Salis, c'était plutôt la pointe basse, je pense, de ce milieu de terrain-là. Vanouteux était quand même plus axe droit, parce qu'on l'a vu quand même dans pas mal de situations offensives. Voilà, en première mi-temps, avec cette enroulée du gauche, cette tête sur le poteau. Par exemple, voilà, cette tête sur le poteau, il y a faute de Vanouteux qui est signalée. Duel, il saute. Enfin, alors, ça n'a pas mené à un but, hein, mais c'est le principe de siffler faute là-dessus, je comprends pas. Bref. Et puis devant, on avait Shaw à droite, Diop à gauche, et bien sûr Eliwaï devant. Et à la mi-temps, rentrée de Boudache, sortie de Salis. On était dans un 4-2-4 avec double pivot Sanson, Sanson Vanouteux. Boudache à droite, Diop à gauche, ça bouge pas. Et on avait un show beaucoup plus axial.
On était sur 4-2-4 ou 4-2-3-1 avec Shaw vraiment numéro 10 derrière. Euh, donc ça a véritablement porté ses fruits, je trouve, dans le, dans le fait que Boudache a apporté vraiment une énergie on va dire, ses accélérations et de par cette déstabilisation de la défense. Et puis Shaw, on sent qu'il est en confiance. Je pense qu'il est peut-être dans sa meilleure phase depuis qu'il est chez nous, parce qu'il entreprend beaucoup de choses. Et je pense que même par moment, il y a eu 2-3 situations où il en fait trop. Où il y a un peu trop de touches de balle, où il n'a pas la... Alors peut-être un manque de lucidité, où il n'a pas la vista justement de faire la bonne passe ou le bon geste au bon moment. Alors c'est pas facile, hein, mais justement... Euh, je pense que par moment, il faut peut-être aller dans prendre une décision euh, qui est qui est instinctive, mais qui va dans le sens du jeu. Alors forcément, là, c'est de la vista, ça prend de la vista, mais voilà, il y a chaud, voilà, j'ai cette situation où il est dans l'axe, à un moment donné, il y a un décalage à faire, tout le monde le voit, et il tarde trop, et en fait, la passe, elle est téléphonée. Mais on a vu quand même un show beaucoup plus axial. Donc on sait que c'est une option. Mais voilà, pour revenir à Shaw, j'aime beaucoup ce qu'on voit de lui en ce moment. J'ai pas compris sa sortie. Par contre, très franchement, il sort, je crois, à la 65e. Alors voilà, je sais pas trop. Je sais que sous Francaise aussi, il terminait rarement les matchs. Mais en tout cas, on voit peut-être une version la plus accomplie depuis qu'il est chez nous. Et par rapport au match, donc on a su le renverser. Hein. On a su le renverser. C'est le deuxième point pris après avoir été mené. Le premier, est-ce que vous l'avez ? Réception de Strasbourg sous Claude Puel. C'est-à-dire que avec Franquet cette saison, on n'a jamais su grappiller un point lorsqu'on a été mené. On est à 0. Voilà. Donc ça montre quand même que cette équipe était véritablement en souffrance. Et le fait d'avoir une réaction de cette ampleur, c'est positif et en même temps c'est frustrant parce que tu dis qu'il y avait quand même la place, je pense. Si tu joues mieux certaines situations, il y avait la place d'en mettre un troisième et de remporter ce match. Mais on va pas cracher dans la soupe. Ce point, on va le prendre aussi dans notre situation et puis se tourner vers les deux matchs de la semaine prochaine parce que ça va s'enchaîner. Donc le changement tactique était intéressant. Ensuite, il y a eu la rentrée de Kevin Carlos, justement qui je trouve a été très intéressant. Alors il a touché peu de ballons, mais il a été influent de par forcément son aspect physique. Il est à l'origine aussi du relais entre Klose, lui et Wai sur le but du 2-2. Hein. Wai, troisième but en Ligue 1 depuis son arrivée chez nous, hein, en l'espace d'un mois. Hein. C'est quand même plutôt pas mal. Ali Abdi aussi, auteur d'un super but de la tête hein, sur un beau centre de Jonathan Klaus. Je pense très clairement, pour être correct, que ce but sauve la prestation d'Ali Abdi. Très franchement, parce que je le trouve vraiment... déjà, physiquement, il a eu énormément de difficultés à terminer le match. Et qu'est-ce qui faisait qu'Ali Abdi était performant l'année dernière et qui nous plaisait ? Grinta, énormément de courses, apport offensif. On n'a rien de tout ça. Même je le trouve ultra timide. Alors apport offensif, oui, mais là on était sur un coup de pied arrêté. Je le trouve ultra timide. Il n'arrive plus à passer l'épaule. Il n'arrive plus à faire une différence via la course, alors que c'est une de ses forces. Et vous avez en tête la frappe de Louchet arrêtée par Couder, où il reprend du droit. Il est dans une position qui est idéale. Il est dans la surface de réparation et il se rate complètement. Et je pense qu'à ce moment-là, on l'a vu, il était en manque de lucidité et puis il avait
le capot qui fumait, hein, comme on dit. Donc j'avoue que j'arrive pas à savoir si c'est uniquement physique. J'ai pas l'impression que le joueur soit, on va dire, dégage aussi quelque chose de positif via son, son attitude, en fait. Il est très fermé, il fronce les sourcils, et il est pas extrêmement communicatif. Je retrouve pas le Ali Abdi de l'année dernière. Donc là, Barr est absent, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il reviendra. C'est la doublure de Barr. Voilà, défense à 4, alors c'est peut-être moins sa cam, hein, c'est peut-être voilà, moins dans ses attributs, hein, peut-être qu'il n'a pas la même relation qu'il avait aussi avec Francaise. On ne sait pas exactement, on ne maîtrise pas tous les éléments, mais en tout cas, la face visible de l'iceberg, c'est le terrain, c'est les performances. Et Ali Abdi, malgré son but, j'ai pas trouvé qu'il ait été bon. Pour moi, pour moi, il a été en difficulté, hein. Il a été en difficulté. Euh, j'ai quand même trouvé ce double pivot Salis Abdou-Samed, Charles Van Houte questionnant. J'ai même pas compris pourquoi il était aligné sur un match comme ça. Alors autant Van Houte, je l'ai trouvé intéressant dans son apport offensif parce qu'il a été présent, autant dans son utilisation du ballon, lorsqu'il est face au jeu, je le trouve en grande grande délicatesse. C'est-à-dire qu'en fait, Van Houte, j'ai l'impression que, bon, alors on nous a vendu un joueur voilà, stabilisateur, etc., récupérateur, voilà. Mais quelque part, que sait-il faire? Eh bien, je trouve qu'il est, pas dire limité, mais en tout cas, avec le ballon, c'est voilà, des passes latérales, oui. Des remises avec Dante Opong pour sortir le ballon, oui. Mais par contre, dès lors qu'il est face au jeu, qu'est-ce que c'est compliqué, hein. Qu'est-ce que c'est compliqué, hein. Donc j'arrive pas vraiment à le situer. Et alors l'association avec Abdoul Samed a été aussi délicate parce qu'on n'avait pas justement ce joueur qui eh bien, avait une qualité technique et surtout une qualité de passe et de sortie de ballon. C'est-à-dire voilà, qui est capable, de par ses courses, de par ses passes, de pouvoir te libérer d'une situation. C'est pour ça que je pense que Everton a peut-être sa carte à jouer. Et si Boudaoui se remet la tête à l'endroit, il aura forcément une importance dans ce registre-là, parce que là, on a deux profils qui se ressemblent, je trouve, énormément. Ça se ressemble énormément. Et Sanson, dans tout ça, eh bien, voilà, il a cherché à créer, on va dire, ce triangle avec Diop, avec Abdi. Sanson, on peut pas nier le fait qu'il y aille, mais il y a des moments où il perd des ballons, des moments où t'as l'impression qu'il sent pas le jeu, où t'as des moments où vraiment il est, où tu sens qu'il en peut plus, quoi. Tu sais, il est mort, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il manque par moments de lucidité. Voilà, il manque par moments de lucidité. euh, et j'arrive pas à lire ces matchs. Je remets pas en cause le fait qu'il se donne, qu'il y aille, et que je pense que ça doit être un super mec et sans doute un gars sur qui eh bien, Puel doit se reposer justement pour avoir des relais, etc. sur le terrain. Par contre, en termes de performance, bah, il me convainc pas pour l'instant. Il me convainc pas. Alors oui, c'est vrai, ce qu'il fait sur le deuxième but de Shaw à Nantes, c'est superbe. Franchement, c'est superbe. Mais c'est un éclat. C'est voilà, là, j'arrive pas à savoir s'il a perdu son niveau et que c'est devenu un joueur entre guillemets lambda de Ligue 1, un peu comme même Dombélé, hein, finalement. Parce que le match qu'il fait lui alors en milieu de semaine en Bulgarie, mon Dieu. Lui pour le coup, c'est grave, hein. C'est grave, hein. Euh, mais bon, compliqué. Compliqué pour Sanson. Puis voilà, là il était vraiment sur l'aile gauche. Il y avait peut-être voilà, la volonté voilà, de bloquer Del Castillo, de bloquer ce couloir droit avec Kenny Lala. C'est vrai qu'on l'a peu vu, de combiner un peu avec ses joueurs et venir combler peut-être aussi voilà, un dézonage fréquent de Diop, peut-être. Mais je trouve que il se fait bouger trop facilement.
Il n'arrive pas à passer l'épaule, il n'arrive pas à faire les différences. Et sa qualité technique, qui est normalement une de ses forces, parce qu'il a un bon pied, Sanson, ne le sauve pas. C'est-à-dire que voilà, j'arrive pas à lire ses prestations. On parle de Diop, on parle de son match. Très bonne première mi-temps. Vraiment le détonateur, alors différent, et c'est là que c'est hyper intéressant d'avoir deux profils comme Shaw et Diop. Hein. Shaw dans la percussion, dans la provocation, dans les relais, etc., les dédoublements avec Klos, ça fonctionne bien, ça fonctionne vraiment bien cette aile droite. Diop, eh bien justement, n'a pas réussi à combiner autant avec Abdi. Alors, est-ce que c'est lié voilà, au niveau actuel d'Abdi voilà, Barr qui a moins ce profil offensif arrive plus à combiner avec Diop. Mais Diop, voilà, retrouve des jambes. Un peu moins en vue en seconde. Mais voilà, il a cette qualité de passe. Et quand il revient dans le cœur du jeu pour venir soulager un peu ses milieux de terrain, pour venir proposer des solutions, c'est une très bonne chose. Parce que c'est nécessaire. Et c'est utile dans le jeu. Mais ça montre quand même que pour moi, ce milieu de terrain-là, Van Houte, Salis et Sanson, bah, c'est pas ultra complémentaire. C'est pas ultra complémentaire. Donc pour moi, ça manque de finesse, voilà, de maîtrise, de sérénité, balle au pied, de calme. Voilà, là, on est sur des profils. Alors ça court, ça se jette, ça se bat, ça va au duel. Ouais, mais putain, mais dès lors qu'il y a le ballon entre les pieds, le ballon il chauffe, quoi, ça brûle. Donc voilà. Chaud, j'en ai parlé, il dit Wai. Alors Claude Puel l'a dit en interview d'après-match, il était malade toute la semaine. Il n'était pas censé jouer autant. Il a réussi à marquer. Et je trouve qu'il n'a pas été assez servi. Il fait énormément d'appels. Il fait énormément de propositions. Et on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé. On l'a trouvé, on va dire, une fois ou deux sur le but. Alors là, pour le coup, le gardien brestois est placé n'importe comment, c'est-à-dire que vraiment, il lui présente le côté, son côté droit et le côté gauche de Wai, qui a un sang-froid pour marquer, avec ce relais avec Kevin Carlos, qui d'ailleurs se fait arracher là-dessus. Hein. Koulibaly, qui à ce moment-là avait déjà un jaune. Alors, vous allez dire que je polémique un peu, hein, mais à ce moment-là, Koulibaly a un jaune, et il sort juste après. Bon. Il se blesse peut-être, je sais pas. Mais il aurait très bien pu prendre jaune là-dessus parce qu'il prend cher Carlos hein, sur le coup. Mais inspiré. Et on a vu un Carlos aussi eh bien, beaucoup plus en retrait, une sorte de attaquant pivot qui vient justement proposer des solutions. Voilà. Un peu comme Ajorc aussi. Hein, dans cette idée-là, voilà, Carlos a fait une bonne rentrée. Je ne sais pas si on lui a compté la passe. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs lui qui le fait, mais en tout cas, il y avait l'idée de lancer Wai. Et en ce sens, c'est très bien joué de sa part. Bon, la rentrée de Kyle Boudache, elle est très intéressante. Et comme je le disais un peu plus tôt, il symbolise cette jeunesse, cette envie, cette détermination et ce côté décomplexé. C'est-à-dire qu'il ne réussit pas tout et même par moments, Puel l'a dit, il manque de vista, il manque voilà, le petit regard pour savoir où est le copain, est-ce qu'il faut que je fasse la passe, est-ce qu'il faut que je centre, est-ce qu'il faut que je tire. Je pense qu'il est dans cette recherche aussi d'être décisif, de montrer qu'on peut compter sur lui, donc des fois peut-être à vouloir en faire trop, mais en tout cas, il a accompagné le retour de Nice dans la rencontre et il a accompagné aussi et a permis eh bien, à l'équipe de pouvoir en l'espace de 10 minutes revenir à 2-2. Donc une belle rentrée, alors avec du déchet, c'est-à-dire que voilà, on va pas tout retenir, mais surtout voilà un état d'esprit et une malice, je le répète, lorsqu'il se fait pousser dans la surface, alors par Kenny Lala,
Ça aurait été sévère de siffler les pénaltys, mais il joue le truc, quoi. Il joue le truc à fond, un peu comme en Bulgarie. Bon, là, c'était un peu grotesque, mais il joue le truc à fond. Alors que, à la différence, vous avez l'image en tête, Dante qui se prend une semelle de Doumbia, qui a déjà un jaune, et qui vient protester, énervé, auprès de Madame Frappard. Mais jette-toi au sol. Jette-toi au sol. Fais-en des caisses, en fait. Parce que il l'est touché. Mais je pense que Dante, à ce moment-là, il était, je pense, dans un état d'énervement et de... Pas d'agressivité, mais je pense que ça n'a pas été évident pour les joueurs de cette rencontre de rester tout le temps calme au vu des nombreuses décisions et la lecture du match de Madame Frappard, honnêtement. Donc c'est pas pour lui donner raison, hein, mais Boudache, il est jeune et voilà. Ce côté malice, pour moi, c'est aussi le foot, quoi. C'est-à-dire que tu dois sentir le jeu et ben, si des fois il faut en faire un peu plus parce que t'es touché et que ça amène un penalty, eh bien, voilà, t'as joué l'action. Euh, c'est pas une simulation, hein, mais voilà, c'est sentir aussi le jeu. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette rencontre? La charnière Dante Opong. Dante a joué 90 minutes, hein. Ah, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé plutôt en jambes. Le duel avec Ajor que j'ai adoré. Voilà, quand ça se bastonne voilà, gentiment toute la rencontre avec des gros duels aériens, des gros duels à l'épaule, etc. J'adore. Ajor que c'est un client, un joueur que j'adore, je trouve très très sous-coté et qui a une qualité technique. Souvenez-vous, au match aller, je crois qu'il met un but, 3 passes D, hein, quelque chose comme ça, hein. Très 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 fort. Euh, Klos a répondu présent dans la lignée de ses matchs. Voilà, une passe décisive, toujours là. Euh, je trouve qu'il montre l'exemple. Voilà, alors voilà, je ne vais pas ravaler mon chapeau, mais j'oublierai pas certaines choses. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez fait attention pour les personnes qui ont regardé le match à la télé. Lorsqu'il dit en interview d'après-match, on a des consignes simples et c'est beaucoup plus facile comme ça. Les consignes sont simples et claires. Il y avait quelque chose qui... Je ne vais pas dire que c'était une balle perdue pour son ancien entraîneur, mais la formulation de la phrase laissait quand même euh, ressentir quand même quelque chose en ce sens. Je voulais venir sur quelque chose, sur les coups de pied arrêtés. Alors on a marqué sur coups de pied arrêtés, on est très très mauvais en termes de nombre de buts marqués sur coups de pied arrêtés, puisque je crois que Ligue 1 Plus parlait de 80% de nos buts marqués dans le jeu, donc 20% je pense que c'est essentiellement des pénaltys. Et je trouve que on a eu énormément de coups de pied arrêtés offensifs, également des corners, et on voit pas de combinaison. On voit on voit que c'est plutôt bien tiré. Klos les tire bien, Diop les tire bien aussi, mais on n'a pas de combinaison. Euh, c'était qui jouait c'est qui jouait comme ça? Bah, c'était où il y avait énormément de combinaisons. Je crois que c'était en Europe, je crois que c'était Go Ahead Eagles ou une autre équipe. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'exploite pas plus les coups de pied arrêtés. Ce sont des vraies occasions de but, hein. Alors, on n'a pas des gros gabarits, hein. Il n'y a pas de Jumaba sur ce match-là. Mais par contre, voilà, sur un second ballon, sur une tête contrée, et il faut provoquer aussi ces chances-là de marquer. Et là, je trouve que c'est très neutre. C'est bien tiré, mais c'est très neutre. Et à ce jeu-là, Brest, dans les duels, avec Chardonnay, avec Koulibaly, avec Ajor qui prenait tout, j'ai été étonné qu'il n'y ait pas plus de variation. Il y a eu des fois quelques corners joués à deux. Voilà. Le but d'Abdi vient d'un coup de pied arrêté. Mais il n'y a pas eu de variation. Moi, j'aime justement les combinaisons qui varient pour justement déstabiliser l'adversaire. Vraiment dans cette idée-là de déstabilisation. Et là, bon, ben, c'est
pas au petit bonheur la chance, mais c'est un peu cette impression-là finalement. Et puis défensivement aussi, hein. Défensivement, on prend énormément de buts sur coup de pied arrêté. Euh, bon, là aussi, ça pose quand même question. J'ai pas les stats en tête du nombre de buts encaissés sur coup de pied arrêté, mais que ce soit corner ou coup franc, je trouve qu'on est assez friable et un peu naïf aussi par moment. 11e carton jaune de Charles Van Houte. Voilà, ça m'a semblé important de le dire. Euh, Est-ce qu'on est sur un record? Alors, en jouant la Coupe d'Europe, etc., forcément, il y a plus de matchs. Mais je pense qu'il va établir un record, hein. Parce que là, au moment de l'enregistrement, le 1er février, il est à 11. Il va terminer la saison à combien? 20. Et en même temps, je trouve qu'il est... Bon, des fois, c'est facile de lui mettre, en fait. Vu que tout le monde sait que un match sur deux, il va prendre un jaune, bah c'est facile, finalement. C'est un peu la victime un peu de tout ça. Mais bon, en même temps, des fois, il les vole pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce match, messieurs, dames? On a parlé de la ligne d'attaque, on a parlé du milieu de terrain, on a parlé de la ligne défensive, on a parlé de Maxime Dupé et Yevan Diouf. La rentrée de Kevin Carlos, Louché, bon, assez anecdotique. Jansson, ouais, anecdotique aussi. Il y a eu un peu de mieux, mais c'est quand même voilà, un peu compliqué. Je suis quand même, c'est dommage. Je pense que si on était revenu à 2-2 plus tôt dans la rencontre, on les aurait fait plier parce qu'il y a eu un relâchement dû sans doute à cet accomplissement que d'avoir réussi la mission que de revenir à 2-2. Mais on a senti après que il y avait plus de gaz en fait, hein, chez certains joueurs. C'est dommage parce que dans le momentum, on aurait très bien pu en marquer un troisième. Donc on va retenir quoi? On va retenir la réaction, forcément. Puis elle parle également de frustration, voilà, au regard des décisions litigieuses, voilà, par rapport au penalty. Moi, je considère que dans les temps qui courent, par rapport aux règles qui sont appliquées, la situation de Dante, il y a main, voilà, voilà, il y a main. C'est-à-dire que Kenny Lala peut négocier le ballon dans sa course. Voilà, ça va pas dans le sens du jeu, c'est-à-dire qu'on va pas lui demander partant du principe qu'il puisse mettre ses mains dans le dos, on va pas lui demander de faire ça. Enfin bon, en ce sens, mais quand même, il y a cette réaction, il y a ces buts, et puis il y a ce point récupéré finalement. Alors, je regarde en même temps le classement au soir de la 20e journée, puisque ce match-là, il a été la 20e journée de Ligue 1. Je regarde. Nice est 13e avec 22 points. Et actuellement, à 8 points de Nantes barragiste. Donc voilà. Et finalement, lorsque tu regardes en haut, il y a quand même un petit écart. Mais la 6e place est à 9 points. Bon, il faudrait quand même un concours de circonstances énorme. Il reste 14 matchs. On va pas. Ça va, au mieux, ça se termine, on va dire, ventre mou, 8e, 9e. La semaine prochaine, grosse semaine aussi pour l'OGC Nice. Attention, mercredi, réception de Montpellier en 8e de finale de Coupe de France. Là aussi, il y a un coup à jouer en coupe. Et puis ensuite, réception de Monaco. Le derby azuréen, voilà, qui a lieu le week-end prochain. Donc ça va être une belle semaine avec 2 matchs. Voilà. La Coupe d'Europe, c'est terminé. On n'en parle plus. C'était catastrophique. Mais là, il reste quand même 2 compétitions à jouer. On retrouve de la confiance. On retrouve une certaine cohérence collective. Il y a des joueurs qui reviennent aussi bien, autant les cadres que certains joueurs qui franchissent, je pense, un cap comme Shaw actuellement. Je dirais même Louché sur les dernières semaines qui est plutôt pas mal.
Voilà, des joueurs qui nous apportent aussi quelque chose de... Voilà, Eli Wahi, honnêtement, c'est la seule recrue, mais quelle recrue pour l'instant. Sacré joueur, et c'était exactement ce qui nous manquait. Donc on se retrouvera, je pense, pour une émission à part pour Montpellier. On fera également un bilan du mercato, s'il y a d'autres mouvements, même si c'est vrai que c'était quand même assez calme. On va pas s'en plaindre, c'est bien aussi, hein, de faire avec les forces en présence et que de être un peu dans le flux de toutes ces rumeurs, tous ces mouvements. Et puis voilà, en ligne de mire, ce maintien, cette Coupe de France, et puis que deviendra le gym dans quelques semaines, dans quelques mois. Voilà. Finalement, on a tous la même question, la même inquiétude, la même excitation, ça dépend comment on se positionne. Merci d'avoir écouté ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Club Pancho, à liker la vidéo, également si vous écoutez sur Spotify, sur Apple Podcast et compagnie, vous envoyez les notes, les étoiles, voilà, vous n'hésitez pas. C'est voilà, le soutien aussi pour développer, on va dire, ce média qui est le Club Pancho. Donc merci à ceux qui le feront, et puis nous on se retrouve très bientôt. La Belletta et Sanissa. Ciao ciao.